Henri Bava est paysagiste. Il est l'un des membres fondateurs de l'Agence Terre. Il est également enseignant. Rosa Desmarques est architecte de formation. Elle enseigne le paysage à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Bonjour. Ça marche. Bonjour. Donc notre communication est née, notre contribution est née d'une occasion très intéressante, très agréable, très bizarre, je dirais même, parce que elle était construite, si vous voulez, comme sous une forme de dialogue qui s'est esquissé. Oui, donc il faut que je mange là. Ouais. Et qui s'est esquissé à plusieurs voix, avec Michel Osler, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, Henri Bava, moi-même, en petite partie, et surtout avec la lecture des Promenades d'Alphand. Suite à la demande des organisateurs, on s'est pris au jeu, on est parti de la relecture des Promenades d'Alphand pour voir comment cette confrontation de regards, d'expérience sur la fabrique métropolitaine contemporaine pouvait faire émerger éventuellement ou pas des continuités, des discontinuités, des convergences ou divergences entre les arts du jardin et le projet de paysage contemporain. Donc, quelle continuité mais surtout le projet de paysage face aux questions et aux phénomènes de la métropolisation. Donc, promouvant un urbanisme par le paysage, les réalisations et les expériences menées par l'Agence Terre représentent bien sûr le corpus, enfin le matériau même de cette confrontation entre les promenades de Paris et les futurs, ou actuels, plutôt futurs, grands, les promenades du Grand Paris, ou de manière plus générale, bien sûr, avec la confrontation du projet de paysage, je dirais même du projet d'espace au sens large du terme, et en particulier du projet de paysage à l'ère de la métropolisation. De cette confrontation, de ce débat qui a commencé un peu en juillet, et avec Michel un peu avant, puisqu'on enseigne ensemble un atelier de projet à l'école de Paris-La Villette, et plus récemment avec Henri, de ce première rencontre depuis juillet, et puis ça va continuer, j'espère. Ce dialogue a fait émerger 3 grands thèmes. Dans le premier, le Paris politique, avec le S bien sûr entre parenthèses, on y est habitué. Le Paris politique, 2 points, la ville, la métropole, les territoires. On passe bien sûr de la ville impériale au territoire concerté. Deuxième grand thème, c'est l'art des jardins et l'art du paysage. Ce n'est pas de l'un à l'autre, mais l'un et l'autre. Et voir comment on peut passer, effectivement, si à l'époque c'était déjà le cas ou pas, du projet de la pensée des bois autour de Paris aux grandes échelles territoriales. Et qu'est-ce qu'il joue, cet art du paysagisme dans ses affaires. Et bien entendu, l'œuvre d'Alphand nous éclaire beaucoup sur les savoirs et les savoir-faire. On a parlé de techniques innovants, mis au service du projet. On est bien censé ici parler de projet et de l'invention du projet urbain à l'époque d'Alphand en tant que tel, et surtout de la réinvention ou la nécessité d'une invention d'un projet métropolitain, voire carrément territorial. On avait prévu dans un premier temps de présenter ces thèmes et d'enchaîner ou d'échanger avec Henri Bava sur ces thèmes, et bien entendu, comme le cœur de la communication est le travail de l'Agence Terre, on a convenu que voilà, on va passer à cette partie-là et on discutera peut-être sur les autres explications des 3 thèmes par la suite, ou en tout cas dans le document qui sera publié dans les actes. Donc, sûrement de la présentation d'Henri Bava, il y aura résonance dans ces 3 thèmes, sans doute à bien d'autres encore, et merci beaucoup. Je passerai de l'autre côté pour vous écouter. Merci Rosa. Je suis bien sûr fasciné par l'œuvre d'Alphand, ingénieur, par sa pensée opérationnelle, qui met en cohérence des savoirs et des espaces urbains, des espaces dans la ville, des boulevards, des promenades, des squares, des parcs. Et il travaille sur les flux, bien sûr, il fluidifie la ville, il ouvre la ville, il la donne à voir, il la donne à vivre, par un nouvel ordonnancement. Bien sûr, il est servi par un pouvoir absolu, en tout cas, qui souhaite démontrer sa toute-puissance, sa splendeur, qui veut instaurer dans la durée la splendeur parisienne, et ça
c'est tout à son honneur de le porter loin. Donc cette œuvre, dans le détail, comme l'a expliqué tout à l'heure Bertrand Lemoine, est absolument remarquable. Nous sommes aussi très influencés par un autre contemporain d'Alphand, c'est bien sûr Olmsted, qui lui sort, je dirais, un peu de la pensée infrastructurelle, de l'infrastructure, de l'espace public comme infrastructure, pour arriver jusqu'à la géographie, dont parlait aussi tout à l'heure Antoine Grumbach. Donc c'est comment aussi Olmsted, en instaurant les parcs systèmes, anticipe la ville. Il n'intervient pas dans la ville uniquement déjà constituée, comme à New York, en cœur de ville, mais il travaille aussi autour des villes, avant la ville. Il anticipe en pointant des vallées, des espaces qui devront servir de structure paysagère pour accepter, faire en sorte que la ville s'accroche à cette structure, mais puisse respirer, puisse s'ouvrir et puisse se constituer autour de parcs, de sols qui sont préservés comme des sols ouverts, des sols propres au paysage. Ce thème des sols, pour moi, et pour l'agence Ster, on a parlé de Michel Ster, on pourrait aussi évoquer Olivier Philippe, est un peu au centre de nos préoccupations. Donc le sol ouvert, le sol vivant, qui est non seulement qui pourrait être considéré comme un vide, on l'a entendu aussi tout à l'heure, mais qui, pour nous, est plutôt comme un plein autour desquels la ville peut se constituer, qui donne du sens à la ville, qui crée des points d'appropriation par la population, qui sont éminemment terrestres, au sens où Bertrand Latour évoque le côté terrestre qui est à la fois qui est multiscalaire, forcément multiscalaire puisque terrestre, qui évoque la planète, le changement climatique, les problèmes de développement durable, donc à la fois global et très local. Donc ce sol vivant est au cœur de nos préoccupations. Je veux juste passer quelques projets au fil de l'eau. Donc nous sommes à Paris, donc plutôt que de se focaliser sur le Paris centre, j'ai choisi des projets de notre agence, de l'agence Ster, qui sont égrenés au fil de l'eau, plutôt d'est en ouest, et à peu près par ordre chronologique, ce qui est un hasard, mais bon, voilà, on balaye d'est en ouest, avec en commençant par le parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine, donc un territoire pas directement en bord de Seine, mais qui a été soumis pendant très longtemps au cru de la Seine. Donc, ce qui lui donne sa forme, sa planéité quasi parfaite, sauf un monticule, un tas de terre en plein milieu qui porte en lui finalement l'histoire industrielle du site, donc l'industrie qui a été rasée, donc les bâtiments qui ont été rasés, et une partie de ces débris, des restes donc de ces travaux ont été stockés et ont été laissés sur place. Ce qui m'intéresse là, donc, dans le travail sur la photographie de Depardon, c'est d'avoir la mémoire de l'usage de ce grand terrain vague avec les enfants qui jouent, qui glissent sur les pentes de cette butte qui peut devenir colline par le projet, colline avec un potentiel bien sûr de fertilité, qui peut être aménagée avec des éléments de belvédère, mais une colline qui garde en mémoire et qui permet encore de développer ces usages de glissade, de jeux d'enfants qui s'accrochent sur ses flancs, et cette planète qui conserve aussi cette mémoire de la géographie, des inondations, donc cette planéité qui est parfaite pour être utilisée pour des pique-niques, pour jouer au football. Donc cette mémoire n'est pas simplement le fait de se pencher sur le passé, c'est une mémoire qui autorise des pratiques, qui ancre dans une histoire, mais qui se développe avec le projet urbain. Et donc le projet urbain le projet de parc, qui peut aussi non seulement aller vers le haut, mais aussi se creuser pour retrouver une ambiance propre, une ambiance riveraine dans ses tréfonds. Et si nous continuons le long de la Seine, nous traversons Paris, nous allons de l'autre côté vers l'ouest,
on a le travail à Boulogne sur le parc qui s'appelait à l'origine le parc du Trapèze et qui est aujourd'hui le parc Billancourt, où l'idée là, donc finalement on évolue dans notre pratique, puisque je parlais des travaux chronologiques, quasiment placés en ordre chronologique, où on n'est pas uniquement dans une mémoire du site, un sol qui porte la mémoire, mais ici c'est un sol qui autorise un travail sur l'hydrologie, sur l'eau, rendre visible les aléas climatiques, rendre visibles les différents niveaux d'eau, chaque plot urbain recueille l'eau de pluie en son cœur, en son sein, et l'eau est ensuite convoyée à ciel ouvert le long des espaces publics et stockée dans le parc. Le parc qui est une sorte de réservoir en creux, donc un travail bien sûr sur la coupe, là encore. Donc il y a couplage, un peu comme faisait effectivement Alphand, entre l'espace public, l'ingénierie. Donc ici, la part de l'ingénierie civile est très importante. Donc l'eau qui est ensuite filtrée, qui arrive dans le parc, qui se déverse dans le parc, qui donne à voir différents horizons au gré de différents niveaux d'eau. Donc avec des sortes de grandes surfaces sèches en partie, parfois qui recueillent les eaux de pluie. Donc toute cette variation qui produit du paysage finalement. Donc le sol vivant, il est vivant par le mouvement de l'eau, par le fait qu'il convoie cette eau, et cette eau aussi génère une fertilité au sein des parcs. Un autre projet, en continuant la Seine vers l'ouest, à Saint-Ouen, où le parc des Docks, le grand parc des Docks, donc là aussi mémoire industrielle, c'est un site industriel, mais une industrie qui avait pour habitude de donner quelques parcelles à cultiver. Donc on a ici des jardins ouvriers qui étaient présents dès l'origine et qu'on a développés dans le cadre du parc des Docks à Saint-Ouen. Donc là ici on voit là encore un parc qui s'adresse au fleuve et qui autorise une nouvelle constitution de tissu urbain tout autour, ce qui pourrait être compris comme une certaine tradition à Paris. On a vu tout à l'heure le parc Citroën, les différents parcs qui s'accrochent sur le fleuve et autour desquels la ville vient s'afficher, vient profiter de ces espaces fluviaux élargis, augmentés. Donc là encore un travail. Donc on continue finalement une même démarche où on essaye de se remémorer la villégiature. C'est les bords de Seine qui sont aussi des lieux de villégiature. Il y avait dans l'emprise industrielle, il y avait aussi une sorte de petit château. Donc comment mélanger, faire en sorte qu'il y a ce passé composite, cette mémoire composite va s'articuler là encore avec un travail sur l'eau de pluie qui est gérée, qui est véhiculée et qui dessine des sortes d'îles au sein de ce parc, sortes d'îles qui sont thématisées, qui sont appropriées différemment. L'une d'entre elles, donc là nous sommes sur les bords, on a la ville qui vient en balcon sur la vallée de la Seine, sur la Seine, et ces îles qui sont dessinées par l'eau, comme on le voit ici, et qui donne différentes appropriations, qui autorisent différents usages. J'ai parlé de la pratique des jardins, donc les jardiniers sont là depuis le départ de la construction du quartier et du parc. Donc ils sont à l'origine, ils sont restés, leur nombre a été augmenté. Il y a des associations, des gens qui cultivent, qui produisent du miel, qui le vendent. Il y a des lieux de cours de jardinage, de cuisine. Donc faire un nouveau mode d'appropriation dans un espace public qui devient un lieu de mélange, d'échange des populations, organisé par la puissance publique, mais avec ce travail sur la culture des sols par la population elle-même en cœur de quartier. Et
nous développons finalement cette démarche. Là, nous sortons de la problématique de parc stricto sensu pour arriver à une problématique de quartier où là, les paysagistes de l'Agence Terre donc, sont paysagistes urbanistes du quartier, donc alors éco-quartier, bien sûr, c'est presque un pléonasme aujourd'hui, c'est un quartier fluvial ou un éco-quartier fluvial de Mantes-la-Jolie, Mantes et Rosny-sur-Seine, donc entre deux villes, dans l'entre-deux, dans des anciennes carrières, ou un quartier qui fait 200 hectares, dont la moitié, c'est-à-dire 100 hectares, sont non construits et soumis à l'inondation. Donc on a ce sol ouvert qui est préservé, qui met en scène, qui donne à voir la ville, qui donne à voir des limites urbaines constituées, des horizons, qui est en lien avec l'eau, avec les bassins, avec la Seine, qui montre aussi, qui montre la vallée, parce qu'on a des horizons lointains aussi, pas uniquement des horizons urbains, des skylines, mais on a des horizons lointains, là, les coteaux. Donc c'est l'idée ici donc de travailler avec de creuser la ville et de faire en sorte qu'il y ait par l'eau ou les terrains, les sols ouverts en attente d'inondation qui produisent des espaces particuliers, appropriables, cultivables avec un mode de gestion doux. Et aussi donc qui délimite différents quartiers. On a des effets insulaires, d'insularité, un travail en limite, donc toute une série de porosités jardinées qui font passer donc des cœurs de ville, de différents cœurs de ville jusqu'à l'eau, jusqu'au fleuve. Ce travail, il n'est pas possible sans la participation active des populations, Rosny, Mantes, parce qu'il y a un travail sur l'acceptation, d'autoriser l'inondation. Donc, les aléas au cœur du quartier. Il faut que la population s'empare de cette question, en prenne conscience, l'accepte et l'amende et imagine des développements, des usages possibles. Et donc il y a eu tout un travail important à Mantes et à Rosny avec les populations actuelles sur cette manière donc de faire entrer l'eau dans la ville et quels sont les types d'espaces qui en résultent. Peut-être un peu dans cette même veine, finalement, nous sommes ici un peu plus loin à Carrières-sous-Poissy, donc un grand parc très ouvert, un parc de 200 hectares, qui a une mémoire des différentes activités, des différentes occupations, qui a été au départ une grève alluvionnaire, ce sont devenus ensuite des terrains maraîchers, avec une pratique de l'épandage. Ensuite, ils ont été creusés de toutes parts. Le méandre de la Seine est devenu un peu archipel suite à cette excavation. Ça a été ensuite remblayé, un peu de manière différente. Et puis aujourd'hui, la question, c'est d'en faire un parc qui se forme à partir de cette mémoire aussi, de cette mémoire du sol ouvert qui a été manipulé, qui a été excavé, qui a été replacé par endroits, et comment on écrire une nouvelle évolution avec, encore une fois, les populations existantes. Donc on a ce gruyère, finalement, dans ces différents étangs qui sont au bord de la Seine et qui créent des sortes de rives avec de l'eau de part et d'autre, une double rive, et leur planéité, le côté humide de ces terrains, voire parfois marécageux, en font un terrain privilégié pour les insectes. D'où le nom donné, que nous avons donné, plutôt que de dire le parc des insectes, ce qui n'est pas forcément très attractif, du parc du peuple de l'herbe. Et le peuple de l'herbe devient tout à coup, donc les insectes, devient curieusement, donc l'évocation ce mot qui évoque plutôt que de nommer directement, attire énormément les populations, a été absolument adoubé dès le départ, avec un musée, avec un insectarium, enfin pour comprendre comment il est habité par des populations diverses, mais aussi par une faune.
quelle est la biodiversité à mettre en place. Donc il y a eu tout un travail sur la biodiversité du parc qui commence à trouver aujourd'hui, qui a été récemment, les travaux ont été terminés, qui n'est pas très dessiné. Ce n'est pas un parc où le dessin, donc là je pense à Alphand, on n'est pas dans un dessin complètement peut-être abouti, domestiqué. Ce n'est pas un parc qui est complètement domestiqué, à l'inverse, il est très peu dessiné, quelques chemins qui démontrent plus les intérêts existants de cette grande surface. Et le travail a été, plutôt que de dessiner, il a été plutôt de créer de légères commissures, de légères anfractuosités dans le relief, pour attirer, pour que ce sol ouvert soit une matrice de biodiversité, donc par sa configuration même. Donc on augmente les potentialités existantes ou les activités existantes par ce travail très fin sur les sols. On a quelques points quand même de fixation, de points de vue qui sont bien sûr là, mais la grande étendue du parc, c'est justement d'offrir une étendue en tissu urbain, donc une étendue ouverte à tous. J'ai parlé beaucoup de la faune, mais aussi à tous les habitants. Donc faire en sorte de profiter de ces espaces absolument étonnants quand on est au sein d'une métropole, et des espaces étonnants qu'il faut conserver, renforcer, avec différentes, parfois des structures, donc par des architectes de HHF qui ont organisé donc des sortes de belvédères pour oiseaux, insectes et autres. Un travail, bien sûr, sur les différentes rives, qui sont très naturelles la plupart du temps, parfois pour justement créer des sortes d'effets de marécage, d'anfractuosité qui développent particulièrement les insectes, l'attirance par les insectes, mais aussi un peu mais plus dans la manière alphandienne, donc d'avoir aussi de grands parcours qui longent la Seine et qui regardent le fleuve par différents points d'accroche qui acceptent bien sûr les aléas, même si sur la Seine c'est à peu près régulé, mais on a quand même quelques aléas climatiques, on a quelques inondations possibles, et donc acceptable, je dirais même souhaitable, encore une fois, pour comprendre ces mouvements. Et puis il y a en parallèle à ces travaux qui sont finalement assez ponctuels, mais qui parlent de comment maintenir ces grandes étendues ouvertes, vivantes dans un milieu urbain qui se densifie de plus en plus, celui de la métropole, la mégalopole. Il y a ce travail sur la vallée une partie de la vallée de la Seine, 80 km entre Nanterre et Vernon, en gros, où, dans un premier abord, on pourrait penser que la vallée, c'est une sorte de corridor entouré d'une cinquantaine de communes. Mais il n'en est rien. Le tissu urbain n'est pas encore complètement fermé. Il laisse encore une grande porosité. Il laisse encore ces terrains ouverts, qu'ils soient publics ou privés. C'est peut-être là la différence dans la démarche avec Alphand. C'est qu'on a un regard traversant, transversal. On ne s'arrête pas au public ou au privé. On ne s'arrête pas au public ou à la limite public-privé. On regarde. On a dans un premier temps, on embrasse l'ensemble pour apprécier cette ripisylve le long de la Seine, ces grandes prairies humides, apprécier ces îles habitées, densément boisées, ces gravières avec un effet donc de ripisylve, un rythme de rives qui se succèdent, donc qui démultiplient les rives existantes et qui créent un passage entre le bord de fleuve et l'arrière-pays, enfin l'Interland, mais aussi des grandes surfaces agricoles qui font partie de cette métropole, les villages qui font le lien entre le fleuve et les coteaux, donc, et les forêts qui sont dans le haut des coteaux, donc ces villages qui occupent une position assez transversale, bordés de part et d'autre par des cultures, les nouveaux lotissements, parce qu'il faut aussi parler de ces greffes nouvelles qui au mieux créent de nouvelles lisières, comme ici, le long des champs,
Et puis les grandes constructions, les grands ensembles qui parsèment petit à petit le fond de vallée, qui même l'oblitèrent, le ferme petit à petit, des grands ensembles dont les parties hautes viennent en écho avec les cathédrales industrielles, les grandes verticalités des cathédrales industrielles ou des stations. Les infrastructures qui sont la plupart du temps presque toujours en liaison avec ce paysage, avec la Seine, avec les horizons, avec ces coteaux qui sont visibles. Donc les infrastructures qui ne sont pas isolées, donc autoroutes, voies ferrées, qui sont insérées dans cette grande géomorphologie, dans la vallée elle-même. Alors on ne peut pas uniquement additionner. Au bout d'un moment, on ne peut pas additionner infrastructure, typologie urbaine et additionner jusqu'à quand? Jusqu'à la fermeture totale de ces sols. Donc il y a un moment où il faut peut-être se poser la question où sont les surfaces de sol ouverts qui sont à maintenir et qui vont créer justement du sens, qui vont créer des polarités importantes, qui mettent encore en relation les différentes composantes de ripisylves, de bords de fleuves, jusqu'au haut des coteaux en lisière de forêt. Et donc pour ça, il faut considérer la vallée dans son ensemble comme une vaste géomorphologie qui ne s'arrête pas simplement ni au bord de l'eau, ni au pied des coteaux, qui remonte jusqu'en haut des coteaux. Donc on a une vallée qui est ici comprise comme un ensemble, un vaste ensemble d'accueil, un vaste ensemble qui est inondable, bien sûr, avec tout un travail, une géohistoire finalement, donc de sédimentation avec des sols différents qu'il faut bien sûr analyser, donc c'est les inondations, mais aussi une histoire de ces boisements qui persistent aujourd'hui, des bois de chasse qui sont encore aujourd'hui très présents. Et puis finalement cette densification un petit peu par addition ici ou là, au gré des implantations des grandes industries, il fallait aussi loger les employés donc dans la vallée. Donc on a on pourrait qualifier d'une sorte de mitage de la vallée qui n'est pas encore complètement complet, qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, est encore ouvert par endroits d'une commune, et surtout dans zones intercommunales. Donc d'une commune à l'autre, on a encore des ouvertures possibles, et ces ouvertures, il faut les saisir. Là, maintenant, aujourd'hui, il faut décider de les conserver en partie, mais aussi d'en faire de nouvelles lisières agro-urbaines, donc de part et d'autre, pour vraiment instaurer un nouveau type d'urbanisme. On n'est plus uniquement dans une question de parc ou de promenade, on est vraiment dans une question urbaine. Comment jusqu'où augmenter les villes, comment s'arrêter sur certains espaces qui sont dignes d'intérêt, qui parlent de la métropole, de sa géographie et de son histoire, et comment on va articuler l'ensemble. On a depuis le haut des coteaux, donc en lisière de forêt, cette perception sur la vallée qu'on souhaite donner à tous. Donc ça veut dire qu'il faut travailler les coteaux, donc depuis le haut des coteaux jusqu'au bord de fleuve. Donc penser ces différents espaces de haut en bas de manière transversale, pas uniquement de Paris jusqu'au Havre, mais vraiment en transversalité pour accrocher des éléments existants, des villages, des éléments agricoles, vraiment, et les positionner entre forêt, haut du coteau et fleuve. Et petit à petit, donc en analysant ces différentes ouvertures dans le tissu urbain, on a ces différentes poches qui ne sont pas censées devenir des parcs. Encore une fois, en tout cas pas tous. Ils ne sont pas censés être domestiqués. Ils sont là pour être perpétués comme sol ouvert, circulable, certes, qu'on peut traverser. S'ils sont agricoles, il faut qu'ils demeurent agricoles. Ils comportent des boisements. Donc ils conservent toute leur diversité, mais qu'ils mettent en relation le plus possible, non seulement ces entre-deux d'une commune à l'autre, mais aussi ces
cette traversée depuis le haut de la géographie des coteaux jusqu'au fleuve. Et même voire permettre de traverser donc de la rive jusqu'à une île, on a beaucoup d'îles sur la Seine, et traverser la Seine. Donc on a ce travail finalement en transversalité de la Seine agricole, la Seine habitée, la Seine des ressources. On a ces différentes strates qu'on travaille donc de manière très schématique ici, entre le boisement de plateaux, jusqu'à la Seine agricole, la Seine habitée et jusqu'au bord de Seine. Donc ces plages, on les a dénommées plutôt que parcs. On ne voulait pas prendre un terme qui soit connu, mais ce sont plutôt des plages, c'est-à-dire où on peut encore imaginer des choses. Et ces plages sont bordées de part et d'autre, côté ville, par des espaces à négocier avec les élus, avec les populations, pour y installer quand même un certain développement urbain, parce que chaque ville se développe, a besoin de surface d'expansion. Ces lisières urbaines, on les a appelées écotones urbains, qui permettent, donc qui gardent ouvertes ces grandes plages, ces plages qui peuvent être utilisées par la faune. On a travaillé avec des écologues qui nous ont montré qu'il y a des déplacements donc de populations animales le long en transversalité, donc au travers de la Seine. Et donc petit à petit, entre les communes déjà existantes, leurs extensions possibles, ces écotones, cette agro-urbanité sur les franges, ces grandes ouvertures, ces plages, ces boisements existants, ces ripisylves, on peut tisser petit à petit une métropole située dans son paysage, qui peut se développer, mais qui prend conscience de ses atouts, qui prend conscience de son histoire, de sa géographie, qui est en phase avec des évolutions climatiques, qui peut être résiliente, qui améliore même ses qualités de résiliente. Et puis ce travail, il a été mené. Là, on voit dans différentes réunions publiques mon partenaire et néanmoins ami Michel Osler, qui travaille en direct avec les populations, avec les élus, donc en co-conception, pour mettre ensemble, d'une commune à l'autre, imaginer ces entre-deux, imaginer ces paysages partagés. Donc une manière de développer la métropole, en plaçant les sols, ces sols vivants, comme les joyaux de la métropole, comme encore une fois, non pas des vides, mais des pleins de valeurs, pleins de sens, des valeurs absolument métropolitaines. Merci beaucoup. Quelques questions à Henri Bava. Quelles étaient les conditions de la commande de cette étude sur le quelles étaient les conditions de la commande de cette devenir sur le c'est une commande de l'EPAMSA. C'est une commande de l'EPAMSA d'aménagement Seine-Aval, une émanation de l'État finalement qui tente de mettre en Seine-Aval des élus, des communes, une émanation de l'État, développer une stratégie territoriale des élus, des communes, pour développer une stratégie territoriale. Donc ce genre de processus, donc ce genre négociation finalement, parce que c'est à la fin c'est un paysage et un urbanisme négocié. Négociation finalement, il fonctionne tant que les élus sont là. Paysage et un urbanisme négocié. Il fonctionne tant que les élus sont là. Donc il y a eu les dernières élections ont fait que beaucoup d'élus ont bougé finalement, sont partis. Donc il y a le phénomène de dégagisme qui intervient. Je dirais malheureusement, en tout cas pour le dialogue, pour le processus lui-même, qui crée forcément une rupture dans la négociation et dans le dialogue. Donc ça c'est par rapport à Alphand, où Bertrand Lemoine parlait tout à l'heure de grande durabilité, donc de résilience, et puis soutenu par un pouvoir en place assez stable. On a ce rythme des 5 ans d'élection qui
qui rend difficile la pérennité de ce genre de dialogue entre une cinquantaine de communes. Mais en même temps, je pense que petit à petit, il y a des résonances, il y a des éléments donc, de réflexion qui restent ici et là. Tous les élus ne sont pas partis, heureusement. Et le dialogue reprend. Et en tout cas, nous, dans notre travail, nous, Agence Terre, concepteurs, ça nous aide finalement on apprend, dans cette co-conception, que ce soit avec les populations ou avec les élus, on apprend un urbanisme négocié qui est, qu'on ne connaissait pas. On n'est pas urbaniste déjà au départ, on est paysagiste, mais donc on prend le paysage comme socle à partir duquel on développe l'urbanisme. Mais ce travail, finalement, dans l'échange est très formateur. Alors peut-être une force aussi de votre projet tient au fait que, vous l'avez bien dit, ce sont des zones intercommunales. Oui. C'est-à-dire qu'une commune considère toujours que ses confins ne sont pas intéressants. Donc ces confins, ne l'intéressant pas, restent vacants. Absolument. Et y a-t-il une force dans cette idée qui permet de subsumer, dans le fond, les aléas politiques ? Oui, c'est vrai. Donc il y a très longtemps, dans les années 92, je crois, ou 90, on avait commencé sur la commune de Cayenne, en Guyane, entre Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, 3 communes. Et on nous avait demandé de faire un plan de développement urbain à partir du paysage. Et on s'était rendu compte que le pire du paysage, c'était justement la zone... Enfin, le pire... considéré comme le pire par les élus étaient les limites intercommunales, alors que au sein de ces limites intercommunales, il y avait ce qu'on appelle la crique fouillée, qui est un marécage, mais qui a été creusé par un canal au XVIIIe siècle, par un ingénieur suisse, Guisan, et que ça pourrait être très bien le centre du dispositif. Donc on a transformé une limite qui était complètement délaissée et puis qui était décriée, je dirais. Il nous disait allez-y, terrasser l'ensemble et qu'on oublie ce marécage. On l'a transformé, au contraire, en cœur de mini-métropole. On a 3 communes ici, en cœur d'intercommunalité par un parc écologique qui fonctionne et dont la fonction hydraulique est absolument essentielle. C'est lui qui draine l'ensemble des collines qui se déversent et qui renvoie vers les fleuves, les 2 fleuves qui sont latéraux. Donc finalement, l'intercommunalité est souvent le propre des éléments de paysage majeurs, des éléments majeurs de paysage. Les fleuves, les rivières sont la plupart du temps leur lit est sur l'intercommunalité. La limite intercommunale est au centre des fleuves la plupart du temps. Donc on est bien là dans la recherche d'éléments de paysage fédérateurs, où les limites ne sont plus discriminantes, mais elles doivent fédérer, elles doivent attirer, elles doivent créer une structure, souvent par le paysage, une structure urbaine. Donc il y a une articulation de la géographie physique et le parcellaire. Absolument. Mais sans prendre la géographie administrative comme on commence par le paysage, mais on se rend compte souvent qu'il y a ce travail de corrélation à faire entre paysage, géographie, comme vous disiez, administrative. Donc le parcellaire est absolument essentiel. Le parcellaire parle du paysage lui-même, bien entendu. Donc pas uniquement la limite intercommunale, mais la forme du parcellaire la plupart du temps. Oui, je pense que c'est très intéressant. Le travail est formidable, je connaissais, mais simplement, je veux quand même raconter un peu l'histoire. C'est intéressant la question, c'est que l'établissement... C'est une leçon et il faut qu'on en tire des leçons par rapport à ce que je voudrais dire sur la gouvernance. L'établissement public et PAMSA avait lancé une première consultation où il y avait moi-même, Finn Geppel et Bonnet, et on a travaillé pendant 1 an avec les élus sur le même territoire. Vous avez vu le dessin, je l'ai passé rapidement, c'est exactement le même territoire. On a rendu notre truc, on dit bon merci, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Ah ben plus rien. Ils ont lancé après une 2e consultation avec l'agence qui a gagné l'agence Terre. L'agence Terre a fait un boulot formidable. Nous, on avait déjà fait un boulot énorme. Mais on nous a dit vous n'existez plus. Et eux, on ne leur a pas demandé de travailler avec ce qu'on avait fait. Quand l'agence Terre a fini,
ils ont commencé à reconsulter d'autres équipes. Et maintenant, l'établissement public de Seine-Aval est dissous, et c'est GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, qui... Et je le sais parce que j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait pas été autorisé à discuter avec le nouvel établissement public, aussi bien nous, les 3 équipes qui avions fait, que l'équipe comme... On dit « Ah mais non, parce que maintenant c'est GPSO, on recommence tout et on va reconsulter un peu. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un moyen de mettre en question ce découpage administratif qui vient d'Alphand et de la période d'Alphand, c'est-à-dire où il y a le service des espaces verts, le service des transports, le service du logement, le service de l'eau, le service du développement industriel. Il faut qu'on abandonne cette gestion des territoires où on découpe les projets en morceaux avec des élus. Il y a l'élu à l'espace vert, il y a l'élu à tout, et il dit j'ai vécu ça très mal pendant qu'on a fait le tramway à Paris, où les élus des sports ne voulaient jamais qu'on donne 1 cm² pour faire le tramway à Paris, parce qu'il dit non, vous ne me prenez pas le terrain. Donc ça veut dire il faut réinventer une forme d'administration. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réforme territoriale, l'existence des territoires, fait que les territoires sont en train de se construire des organisations de maîtrise d'ouvrage. Et il faut absolument qu'on fasse des logiques de projets dans lesquelles on démarre paysagistes, architectes, ingénieurs verdés, de réseau, programmation d'une façon globale, et que les villes arrêtent de décomposer leur territoire en morceaux avec un spécialiste intelligent. Eux, ils ont travaillé avec des gens qui s'occupaient plus du paysage, parce que c'était les élus du paysage, mais nous, on travaillait avec les gens qui s'occupaient du logement et des activités industrielles et des transports. Et puis, mais ils ne se parlent pas. Donc je veux dire que voilà, on empile des études aussi formidables que celle-là, qui est une étude remarquable. Celle que nous avons faite, elle n'est pas mauvaise non plus. Celle qu'avait fait Fine et celle qu'avait fait Bonnet étaient à leur niveau très intéressantes aussi. Mais jamais aujourd'hui l'administration ne sait faire travailler ensemble les choses. Donc il faut revendiquer des structures de gestion municipale des questions territoriales qui sont bien au-delà des temporalités municipales, qui permettent de fabriquer des vrais projets globaux où il y ait toutes les compétences qui travaillent ensemble. Oui, pour rester sur la vallée de la Seine, il y a tout de même un phénomène nouveau. Il y a une commune, par exemple, à l'ouest, une communauté de communes qui, depuis le 1er janvier de cette année, qui regroupe 19 communes qui sont situées de part et d'autre de la Seine. Il y a par exemple, je parle de la boucle, il y a Moisson dans la boucle, il y a aussi Blaru un peu sur le plateau, et puis de l'autre côté à Bennecourt ou Limette. Donc il y a quelque chose qui est en train de bouger aussi de ce point de vue-là, et comment le travail que l'agence a fait se situe dans cette nouvelle géographie administrative qui fait qu'effectivement les territoires s'élargissent. Il y a 22 000 habitants, c'est peu en soi, mais c'est beaucoup par rapport à la taille précédente des communes qui avaient environ 1000 habitants chacune. Voilà, comment les choses peuvent se réarticuler par rapport à un travail qui effectivement vise la grande échelle, et là on a plutôt une plus grande échelle administrative en cours de mise en place. Comme le disait Antoine Grumbach, c'est très complexe de toute façon. Enfin, je le présente peut-être un peu simplement, mais c'est quand même c'est beaucoup plus complexe que ce que je viens de présenter. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions aujourd'hui. Ce que je trouve passionnant, c'est que cette métropole, finalement, est en train de se constituer, et qu'il y a, alors même de manière chaotique, il y a des périodes d'échange et de co-conception avec des élus. C'est pas uniquement des chefs de service de manière cloisonnée. Il y a aussi il y a un travail avec des élus, et les élus ont leur rôle à jouer dans cette métropole, il me semble. Donc encore une fois, je peux pas aborder toutes les questions du Grand Paris, de la vallée de la Seine, mais il me semble qu'il faut développer effectivement une stratégie avec les élus en place, mais il faut trouver, ce que disait Antoine aussi, comment dépasser simplement la durée de vie politique des différents élus. Je le vois que par alors quand je compare avec l'Allemagne, il n'y a pas forcément une mise à zéro en Allemagne entre un maire et le maire suivant. Il n'y a pas une remise à zéro de tous les projets. Et il faudrait qu'il y ait une conscience, je dirais une conscience démocratique, civique, qui fait que les projets en cours
devrait être poursuivi, porté, voilà, au moins un minima par les différents élus qui se succèdent. Donc il y a, ce qui me paraît unique là, c'est le rôle de la géographie au cœur de la métropole, la vallée de la Seine, les différentes infrastructures, et ce jeu unique entre des espaces très urbains, denses, et puis des ouvertures spatiales importantes, que j'aimerais conserver, vraiment. Oui, on appuie à ce travail qui est extrêmement intéressant, qui, à mon avis, s'appuie plus sur ce que développait Forestier sur les espaces libres qu'Alphand. Je vous cite une phrase de Forestier, qui est dans la vie urbaine, dans l'analyse des résultats des plans d'extension et d'embellissement. Et il dit « Il y a peu de villes comme Paris qui est le cadre admirable que ce grand jardin naturel de l'Île-de-France. Ces environs non seulement sont riches en monuments et jardins magnifiques, mais les coteaux, les plaines, les bois, les rivières offrent maints spectacles pittoresques, bon, c'est le regard de l'époque, et sites délicieux. Leur conservation doit être une des préoccupations les plus importantes du programme de l'extension. » Bon, je pense que c'est le problème d'aujourd'hui. Hein. Je n'ai pas cité Forestier parce que pour moi, Forestier est un héritier d'Olmsted, que j'ai cité par contre au départ. Donc il reprend cette idée de parc système, de système de parc, et il a fait, bien sûr, il a développé un peu à Paris, mais beaucoup dans les pays latins, en Espagne, en Amérique du Sud, à La Havane. Donc il a vraiment, effectivement, pratiqué ce système de parc, cette pensée, y compris, tu parles de la géographie, donc des coteaux et autres, et on a été très influencé dans le travail sur la vallée de la Seine par le travail des impressionnistes aussi. Donc il n'y a pas uniquement, bien sûr, nos amis paysagistes ou ingénieurs qui nous ont précédés, il y a tous ces différents regards, notamment depuis le haut des coteaux, mais aussi depuis le bas, où dans les tableaux des impressionnistes, la Seine est toujours associée à la ripisylve, aux coteaux. Donc on a toujours une composition complexe, ce qui nous a entraînés à penser donc, ces espaces traversants, à conserver absolument. Une dernière question. Dernière question. Oui, bonjour. On voit bien qu'il y a une vraie question de gouvernance qui se pose. Alors, et c'est vrai qu'avec la réforme territoriale, le niveau ville est en pleine recomposition. Alors, quel rôle peuvent jouer les collectivités disons, d'échelle supérieure, et notamment la région, qui quand même a reçu une mission d'aménagement du territoire, ces créations. Et je voulais aussi, puisque c'est très intéressant effectivement votre présentation avec cette notion donc d'espace traversant, mais est-ce qu'il n'y a pas non plus toute la question des entrées de ville aussi, qui en France sont en fait souvent déplorables. Oui. La question de comment impliquer les administrations, les élus, moi je crois qu'il faut partager cette démarche de projet, tout simplement. Il ne s'agit pas uniquement de compiler des études des uns ou des autres et d'être fidèle à l'un ou à l'autre. Il s'agit de partager presque de manière... il y a un côté ludique, je dirais. Donc, les images qu'on voit ici, ils sont autour d'une maquette. Et donc, la question posée était, à partir d'un des espaces prévus comme une des plages traversantes, c'est positionner, vous, élus, positionnez ce que vous imaginez comme votre extension urbaine. Donc, chaque élu positionne ces petites bûchettes rouges pour dire, voilà, je veux m'étendre ici ou là. Et à la fin, quand chaque élu a positionné voilà, ce qui correspond au plan d'occupation des sols, aux différents projets, il leur était demandé de se reculer et de regarder la maquette. Et là, on se rend compte que ça ne va pas du tout. Ils sont tous en train de grignoter l'ensemble et qu'il n'y a justement pas de projet global. Et chacun est furieux de voir que ce qu'il avait devant lui comme un paysage va être complètement détruit, ou annihilé, transformé radicalement par l'élu d'en face. Donc il y a vraiment une prise de conscience
en commun autour d'un projet, parce qu'ils sont actifs dans ces cas-là, ils travaillent ensemble, les élus, les administrations, ce que fait l'État au niveau des ateliers territoriaux, par exemple. Donc c'est comment engager des démarches de projet pour résoudre les questions que vous posez. Alors, moi, je ne suis pas un fan de la question des entrées de ville, parce que l'entrée suppose qu'il y a une limite qui est déjà fixée de la ville, alors que justement, on parle de villes en expansion, de métropoles qui se constituent. Donc, où est l'entrée, où est la sortie, c'est difficile à dire. On a plutôt des entre-deux ou des éléments peut-être à préserver, à constituer, où il faut intensifier le regard. Mais je dirais que le terme de projet, donc mettre ensemble des administrations, des techniciens, des concepteurs, des élus, pour développer lieu par lieu, parfois d'un côté de la Seine et de l'autre. On parlait tout à l'heure des deux rives de la Seine qui peuvent aussi être imaginées en même temps, au sein d'un même projet. Ça me paraît être au sein d'un même processus, c'est comment imaginer de mettre ensemble les différents acteurs autour d'un même processus de projet. Ça me paraît être l'élément le plus essentiel. Merci Henri, merci d'avoir insisté sur cette question du projet. Merci beaucoup.